Les caryotypes. Si tu disposes d'un jeu de cartes que tu as retrouvé au fond d'un tiroir, la première chose que tu te demandes sûrement c'est « Est-ce que ce jeu est complet ?» Et sinon, quelle carte manque ou serait même en trop? Pour répondre à la première question, c'est plutôt simple. Il suffit de les compter. Si t'en as 52, c'est correct. Et pour la deuxième question, comment est-ce que tu devrais procéder? En les classant. Tu vas peut-être d'abord trier par couleur ou directement par numéro, et tu verras bien si tu as 4 exemplaires de chaque valeur. Dans une cellule humaine, on peut vivre le même enjeu pour le comptage des chromosomes, quoiqu'il faut avouer que les conséquences peuvent être bien plus sérieuses qu'avec un jeu de cartes. On peut se demander quelle est la quantité d'ADN disponible dans le noyau d'une cellule, et est-ce que cette quantité est conforme à ce qu'on attend y trouver. Et pour faire ça, on va réaliser ce qu'on appelle le caryotype. Un caryotype, c'est un classement des chromosomes par taille et par position du centromère. Vu que c'est un montage à partir d'une photo de chromosomes, un caryotype, ça doit se réaliser au moment de la division cellulaire. Sinon, l'ADN, on le verrait juste sous forme du magnifique scrabuccia de la chromatine. Voici donc des caryotypes. Regarde comme ils sont beaux. Voici le caryotype d'un homme, et voici le caryotype d'une femme. Alors, à l'œil nu, c'est pas si clair que les chromosomes sont bien classés par taille, parce que certains sont légèrement courbés au moment où on prend la photo. Donc pour toi, au coup d'œil, c'est pas si évident. Et autre chose que tu remarqueras sûrement, c'est que les chromosomes peuvent avoir des petites bandelettes plus foncées ou plus claires. En fait, ces bandelettes, elles dépendent de la méthode de coloration qu'on leur a donnée lors de la préparation du caryotype. Et finalement, même si les chromosomes sont bien en forme de X, ils sont faits de 2 chromatides, c'est des chromosomes doubles, en fait, les 2 moitiés des X, chaque chromatide, ces 2 moitiés sont tellement collées qu'on n'arrive pas à les distinguer. Donc chaque chromosome a l'air d'être un bâton fait d'une seule chromatide, mais ce sont bien des chromosomes doubles. Quand on analyse le caryotype, on découvre des choses fascinantes. On constate premièrement, pour une cellule humaine, que le nombre total de chromosomes, c'est 46. Bon, ok, tu vas me dire que c'est pas si fascinant, mais attends la suite. Et ce nombre, ça varie d'une espèce à l'autre. L'épinard a 12 chromosomes. L'ours brun en a 74. La canne à sucre en a 80. Il y a une variété énorme en fait, mais rassure-toi, le nombre de chromosomes n'a rien à voir avec ton importance ou ta valeur en tant qu'espèce. Si on revient au caryotype humain, on voit aussi que tous les chromosomes viennent par paires. On a donc à chaque fois des paquets de 2 chromosomes avec la même structure, c'est-à-dire la même taille et la même position du centromère. Donc on a 23 paires de chromosomes. Et ça, c'est le cas dans quasi toutes nos cellules, à part les gamètes. Et les 2 chromosomes d'une paire, on appelle ça des chromosomes homologues. Et puis, toi, tu te dis peut-être oui, mais cette 23e paire, elle est un peu bizarre. Et en effet, chez une femme, la 23e paire, c'est une paire de 2 grands chromosomes qu'on appelle les chromosomes X. Alors, désolé, ça prête un peu à confusion. Évidemment, tous les chromosomes ont des formes de X, mais voilà, on s'est dit que ce serait plus stylé de les appeler comme ça. Et chez un homme, la 23e paire est faite de 2 chromosomes de taille différente. Il y a un grand chromosome X, comme chez la femme, et un petit chromosome qu'on a choisi d'appeler le chromosome Y. De nouveau, désolé pour le choix du nom. T'as sûrement déjà entendu ça, que les femmes sont XX et que les hommes sont XY. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est cette différence de chromosomes qui va entraîner une cascade d'événements lors de notre développement qui feront qu'on sera biologiquement une femme ou un homme. Ces chromosomes qui déterminent le sexe, on les appelle les gonosomes. Donc le chromosome X et le chromosome Y sont des gonosomes. Tandis que tous les autres, les 22 premières paires, ce qu'on appelle les autosomes. Donc on a 44 autosomes et 2 gonosomes. Alors, une cellule qui a tous les chromosomes présents en 2 exemplaires, on va appeler ça une cellule diploïde. On va symboliser 2N. Donc, pour le cas d'une cellule humaine, on pourra dire 2N égale 46 chromosomes. Mais, comme je te disais, certaines cellules vont afficher un caryotype différent. Les gamètes, cellules sexuelles, donc les spermatozoïdes et les ovules, chez les animaux,
Mais quand on regarde leur karyotype, on constate une différence majeure. Il n'y a qu'un exemplaire de chaque chromosome. Alors, par opposition aux cellules diploïdes, ces cellules qui n'ont qu'un exemplaire de chaque chromosome, on les appelle des cellules haploïdes. Dans ce cas-là, on symbolise ça N. Par exemple, on peut dire que cet ovule avait N égale 23 chromosomes. Et pareil, un spermatozoïde humain aura N égale 23. Et pourquoi les gamètes spécifiquement seraient haploïdes à ton avis? Il y a une logique, Lors de la fécondation, un spermatozoïde et un ovule vont fusionner leur noyau. Et les 23 chromosomes d'un parent compléteront les 23 chromosomes de l'autre parent. En fait, lors de la formation des gamètes, un chromosome de chaque père sera tiré au hasard pour former le lot des 23 qui s'associeront aux 23 chromosomes de l'autre parent. Et paf, tu viens donc de comprendre pourquoi on a 23 paires de chromosomes. C'est parce qu'on a reçu un exemplaire de chaque chromosome de la part de chacun de nos parents. Et puis, pour la 23e paire, qui détermine le sexe, on a d'office reçu de notre mère un chromosome X, vu qu'une femme a 2 chromosomes X, elle donne un X à son enfant, et de notre père, on aura reçu soit un X, soit un Y. Vu qu'il en avait un de chaque, et que un est tiré au hasard, on a donc reçu X ou Y de notre père. Et là, on voit donc que les spermatozoïdes sont soit porteurs du chromosome X, soit porteurs du chromosome Y. Et le gagnant de la grande course à la fécondation, c'est celui qui déterminera le sexe biologique de l'enfant. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit parfois que c'est le père qui détermine le sexe. En fait, le père, il détermine rien du tout. Enfin si, dans la vie, il choisit des trucs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il choisit pas le sexe de l'enfant non plus. C'est le hasard de la fécondation qui fait ça. Et d'ailleurs, les mécanismes qui font que tel ou tel spermatozoïde sera l'heureux élu de l'ovule comportent encore des nombreux mystères à comprendre. Maintenant, dans la vie courante, on réalise des karyotypes dans le domaine médical pour détecter des anomalies dans le nombre ou la structure des chromosomes, ce qu'on appelle des anomalies chromosomiques. Par exemple, voici un autre karyotype d'une personne où on peut constater un exemplaire supplémentaire du chromosome 21. Il y a 3 exemplaires de ce chromosome plutôt que 2. C'est ce qu'on appelle un cas de trisomie 21. 3 exemplaires du chromosome 21. Il peut aussi y avoir d'autres cas de trisomie, mais la trisomie 21 est de loin la plus fréquente, parce qu'elle compromet moins les chances de survie que les autres. Les anomalies chromosomiques dans les embryons sont des causes majeures de fausses couches précoces, le cas où le corps de la mère expulse un embryon qui ne serait pas viable. Il existe aussi d'autres anomalies, comme le manque d'un chromosome sexuel. C'est le cas du syndrome de Turner, où des femmes ont un seul chromosome X, ou parfois des morceaux de chromosomes se retrouvent cassés. Et le karyotype est la source principale d'informations à ce sujet.